Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons aborder le chapitre sur les suites réelles ou complexes. La première chose que vous voyez sur le polycopier correspondant à ce chapitre, que je vous invite à télécharger et à lire en même temps que vous suivez cette vidéo, c'est qu'une suite d'éléments de E est une application d'une certaine partie de N dans un ensemble. Alors l'ensemble en question, ce sera toujours R ou C dans ce chapitre. L'application, par exemple, ça pourrait être une suite de N dans R. Ça pourrait être aussi une suite de N étoiles dans R ou à valeur dans C. Donnons tout de suite un exemple. Si nous prenons la suite des 1 sur N, où N appartient à N étoiles, c'est une suite qui, à tout élément de N étoiles, petit n, associe le nombre 1 sur N. C'est-à-dire, à 2, j'associe la valeur 1,5, à 3, j'associe la valeur 1 tiers, plus généralement, à N, j'associe la valeur 1 sur N. On voit donc qu'une suite, ce n'est autre qu'une application de cet ensemble vers cet ensemble. Alors, deux manières sont possibles pour représenter une suite. Si on prend un autre exemple avec une suite UN, qui serait la suite 3n, nous pouvons représenter les termes par un axe. Par exemple, 0, 3, 6, 9, qui correspondent aux termes U1, U2, U3, etc. de votre suite. Une deuxième représentation possible, c'est une représentation dans le plan. Vous allez mettre ici les entiers, et ici les termes correspondants, UN qui appartiennent à R. Toujours dans l'exemple de la suite 1 sur N, je vais prendre maintenant l'exemple de la suite 1 sur N, UN égale 1 sur N pour N appartenant à N étoile. Eh bien, vous connaissez le graphique de la fonction inverse. Attention, ceci ne représente pas une suite. Ceci représente une fonction. La suite 1 sur N, c'est la suite des termes qui sont ici. On voit apparaître quelque chose sur cette suite, c'est que c'est une suite dont les termes sont de plus en plus petits. C'est une suite qui est dite décroissante. Alors donnons tout de suite ces quelques définitions. Une suite est croissante lorsque, quel que soit n dans grand N, un plus 1 est toujours supérieur ou égal à un. Un est à ce moment-là croissante. La suite un est décroissante si, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à un. C'est le cas de cette suite U3 est plus petit que U2, qui est plus petit que U1, etc. Alors, assez souvent, un premier exercice que vous pouvez avoir sur une suite, c'est trouver son sens de variation. Est-elle croissante ou décroissante? Et là, vous devez connaître trois méthodes principales. La première, calculer la différence des deux et montrer que pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un est positif, pour montrer qu'une suite un est croissante. La deuxième méthode, c'est de montrer que un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1. Mais là, attention, si vous appliquez cette méthode, vous devez savoir qu'elle n'est valable qu'à une condition, à savoir que un soit strictement positif. En effet, si vous voulez passer de là à un plus 1 est supérieur ou égal à un, qui est bien ce que vous souhaitez démontrer, eh bien, vous devez multiplier par un, et donc attention ici, pensez dans les exercices à justifier la positivité de un. Si un est négatif, attention, ça change le sens des inégalités, car vous savez que vous prenez une inégalité, vous la multipliez par moins 1, l'inégalité va être inversée. Alors, autre notion générale sur les suites, la notion de suite majorée et suite minorée. Prenons une suite comme ceci, par exemple. Voyons ces termes, et on voit que ces termes ne dépassent jamais une certaine valeur. Par exemple, celle-ci. Nous pouvons dire de cette suite que cette suite est majorée. Elle est majorée par grand M, par exemple, M pourrait être égal à 3. Vous ferez attention, lorsque vous rédigez et que vous parlez de suite majorée, à ne pas parler du majorant, mais bien de parler d'un majorant. En effet, si nous prenons la suite, par exemple, un égale 3 moins 1 sur n carré, nous pouvons dire de cette suite qu'elle est plus petite que 3, mais aussi qu'elle est plus petite que 4, que 5, etc. Il n'y a donc pas le majorant, mais bien un majorant pour une suite donnée lorsque cette suite est majorée. Toutes les suites, naturellement, ne sont pas majorées. Par exemple, si vous prenez une suite de termes qui sont de plus en plus grands et qui tendent vers plus l'infini, je dessine ici les termes de la suite un égale n, eh bien, on observe que cette suite-là n'est pas majorée, quelle que soit la valeur aussi grande que vous voulez ici, vous allez toujours pouvoir la dépasser. Vous avez ensuite une notion similaire sur les suites bornées. Alors, assez simplement, une suite est bornée lorsqu'elle est à la fois minorée et majorée. C'est-à-dire, lorsque vous pouvez encadrer tous les termes de votre suite par deux bornes, en quelque sorte. Une borne petit m ici,
et une borne grand M, ici par exemple. Vous voyez, volontairement, je mets un grand M qui n'est pas forcément très proche des termes de la suite, parce qu'il y a une infinité de majorants lorsqu'une suite est majorée. Dire qu'une suite est majorée, dire qu'une suite est bornée, cela revient à dire qu'elle est majorée en valeur absolue. Il existe un certain réel grand M, tel que quel que soit n appartenant à grand N, un soit en valeur absolue plus petite que m. En effet, ceci nous donne un compris entre grand M et moins grand M. Vous voyez qu'ici, le minorant c'est plus petit m, mais moins grand M. Bon, si je prends une suite qui est comprise, admettons, entre 2 et 3, dont les termes sont compris entre 2 et 3, je peux tout à fait dire que tous les termes sont compris aussi entre moins 40 et plus 40, par exemple. Vous voyez? Donc vous pouvez tout à fait construire un intervalle entre le minorant et le majorant, moins 40 plus 40, qui soit centré en 0. Cette définition-là, définition d'une suite bornée, c'est une définition qui peut s'étendre aux suites complexes. Alors, si vous avez déjà fait les nombres complexes, vous savez que les deux barres ici désignent le module, c'est-à-dire la distance à l'origine d'un nombre complexe. Un peu plus difficile ici, donc tout de suite faisons un schéma pour bien comprendre de quoi on parle. Si on prend une suite de nombres complexes qui s'écrivent tous sous la forme A plus I fois B, c'est une suite qui va pouvoir être représentée dans le plan. Par exemple, ici vous mettez U0, U1, U2, U3, etc. Chacun des termes, c'est un nombre complexe. Et bien dire qu'une suite est majorée, par exemple si on prend cette suite-là, vous voyez, voilà tous les termes, on voit qu'elle se rapproche d'une certaine valeur, on va y venir tout à l'heure. Dire qu'une suite est majorée, ça revient à dire que tous ces modules, ici on retrouve le module d'un nombre complexe Z, c'est-à-dire la distance à l'origine, le module de Z est toujours plus petit qu'une certaine valeur. Par exemple ici, si je prends un cercle dont le rayon sera égal à, bon, c'est pas trop, disons 3 ou 4 ou 5, eh bien le module sera toujours plus petit que 3, 4 ou 5. Très bien. Donc voilà pour la définition. Alors vous ferez attention pour les suites complexes, pas d'inégalité. Vous ne pouvez pas parler de suite majorée ou minorée pour les nombres complexes. Pourquoi ne peut-on pas dire ça? Parce que si on prend par exemple le nombre 3 plus 5i, est-ce qu'il est plus grand ou plus petit que le nombre 2 plus 7 fois i? Difficile à dire. 3 c'est plus grand que 2, mais 5 c'est plus petit que 7. Finalement, on ne peut pas tellement répondre à cette question. Donc il n'y a pas de relation d'ordre totale dans l'ensemble des complexes. Pour dire les choses de façon un petit peu théorique, si vous voulez travailler sur les relations d'ordre, vous pouvez vous référer au polycopier préliminaire. Et du coup, on ne met pas d'inégalité entre deux nombres complexes, on ne parle donc pas de suite minorée complexe, ni de suite majorée complexe. De la même façon, puisqu'il n'y a pas de relation d'ordre, on ne parle pas de suite complexe croissante, ni de suite complexe décroissante. Donc attention, lorsqu'on parle de monotonie, croissance, décroissance, c'est uniquement pour des suites à valeur réelle. Le point suivant concerne des suites qui sont monotones. Alors il faut connaître ce mot de vocabulaire très simple. Une suite est monotone lorsqu'elle est croissante ou décroissante. Attention au contresens suivant. Si une suite n'est pas croissante, il n'en résulte pas que cette suite soit décroissante. Par exemple, la suite moins 1 puissance n, c'est une suite qui est ni croissante ni décroissante. Moins 1 puissance 0 vaut 1, moins 1 puissance 1 vaut moins 1, moins 1 puissance 2 vaut toujours plus 1, et vous avez ainsi une suite, vous le voyez, qui est ni croissante ni décroissante. Donc attention à cette erreur. Quand on vous demande la monotonie, vous ne pouvez pas présumer que la suite est monotone, encore faut-il le prouver. Suite constante, relativement simple, vous avez tous les termes qui sont égaux à une certaine valeur. Et enfin, une suite stationnaire. Alors une suite stationnaire, c'est un cas un petit peu particulier. Les premiers termes font un petit peu ce qu'ils veulent, mais à partir d'un certain moment, tous les termes sont identiques. Tous les termes sont identiques et vous obtenez à ce moment-là cette valeur. Petit point, enfin pour terminer ces généralités sur les suites à valeur complexe, nous pouvons définir à partir de là des suites de parties réelles et des suites de parties imaginaires. Je m'explique, en fait c'est relativement simple. Si vous prenez une suite UN qui est à valeur complexe, elle va s'écrire sous forme AN plus I fois BN. Ici vous avez la partie réelle, et ici, vous avez la partie imaginaire. Pour plus de précision sur les complexes, je vous renvoie naturellement au cours complet que nous allons faire sur cette question-là. Cette suite-là, c'est la suite des parties réelles, la suite AN, et la suite BN, c'est la suite des parties imaginaires. Et donc, vous pouvez écrire maintenant votre suite UN sous forme la suite des parties réelles plus I fois la suite des parties imaginaires. Vous ferez attention, et vous avez certainement remarqué déjà que depuis le début de cette vidéo, lorsqu'on parle d'une suite,
on l'écrit avec des parenthèses. Pourquoi? Parce que si on s'intéresse à cette valeur 3 moins 1 sur n carré, après tout, si je ne mets pas de parenthèse, ça c'est un nombre, ça aussi c'est un nombre, donc tout ça c'est un nombre. Mais un nombre, c'est pas une suite. Si je vous donne 4, c'est pas une suite, 4 c'est un nombre. Et donc, faites attention ici, si vous voulez parler d'une suite, vous devez toujours mettre des parenthèses. Les correcteurs sont en général un peu énervés quand vous mettez UN et croissante sans mettre de parenthèses, donc faites bien attention à faire ça. Voilà, alors nous en avons terminé avec les généralités sur les suites, et nous allons passer maintenant à la deuxième partie du cours, qui porte sur les notions de convergence et de divergence des suites. Passons maintenant à la deuxième partie du cours sur la convergence et la divergence d'une suite. Alors vous avez une définition qui est très importante dans ce chapitre, qui est la suivante. Une suite UN converge vers une certaine valeur L, nous allons prendre ici une suite à valeur dans R, si, quel que soit epsilon strictement positif, il existe, pour l'instant je recopie la définition, on va la commenter après, il existe un rang n0 tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, un moins L soit inférieur ou égal à epsilon. Cette définition, si on ne l'a pas comprise, c'est difficile de l'apprendre, et il est donc très important de la comprendre. Dessinons une suite qui converge. Nous allons mettre ici les entiers, les termes n, et ici les termes un. Nous allons dessiner une suite qui converge vers une certaine valeur L réelle, que je vais dessiner ici. Première chose à comprendre, la convergence, c'est lorsque n est très grand. Et donc, ce qui se passe au début pour les termes, ça ne m'intéresse pas tellement. Du moment qu'à partir d'un certain rang, les termes commencent à se rapprocher de L. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se rapprocher de L? Ça veut bien dire quelque chose de précis. Se rapprocher de L, tendre vers L, on comprend l'idée, les termes sont de plus en plus proches en français, mais ici, nous devons avoir une définition un petit peu plus formelle qui est importante parce qu'on va parler tout le temps de convergence et de divergence. Cette définition est la suivante. Si on peut se rapprocher autant qu'on veut de L, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit l'écart que vous choisissez autour de L, cet écart-là, vous allez l'appeler epsilon. Epsilon, c'est une quantité qu'on utilise, c'est disons une notation qu'on utilise pour des quantités qui sont relativement petites. Donc, quel que soit l'écart que vous choisissez autour de la limite, vous avez ici L moins epsilon, et ici L plus ce petit écart epsilon de l'autre côté. Il existe un certain rang n0, à partir duquel tous les termes de votre suite sont compris, vous le voyez, entre cette borne et cette borne, sont dans ce tunnel en quelque sorte. Faisons-le apparaître. Un-L est plus petit que epsilon en valeur absolue. Ça veut dire Un-L est compris entre moins epsilon et epsilon. C'est-à-dire Un est compris entre L moins epsilon, en passant le L dans l'autre membre, dans le membre de droite de l'inégalité, et ici L plus epsilon. C'est ça qu'on souhaite faire. Montrer que tous les termes sont compris entre L moins quelque chose et L plus quelque chose à partir d'un certain rang. Je reprends à partir du début. Quel que soit l'écart epsilon strictement positif. Pourquoi strictement positif après tout? Pourquoi on ne met pas positif ou nul? Parce que si vous prenez un écart égal à 0, qu'est-ce qui va se passer? Ces deux bornes vont se rapprocher, et dire que la suite est comprise entre L et L, ça veut dire qu'elle est égale à L. Ces termes sont égaux à L à partir d'un certain rang. Or, une suite qui converge n'est pas forcément stationnaire, c'est-à-dire tous ces termes ne sont pas toujours égaux à la même chose. Par exemple, si on prend la suite 1 sur n, la suite 1 sur n, on l'a dessinée dans la première partie, sur les généralités, elle tend vers 0, et pourtant, la suite 1 sur n, elle n'est jamais égale à 0, les termes ne sont jamais nuls. Donc vous voyez que l'écart epsilon ici, il ne faut pas qu'il soit nul. Encore une fois, s'il est nul, ces deux bornes sont réunies, et les termes sont à ce moment-là tous égaux à L à partir d'un certain rang. Ce n'est pas toujours le cas. Il existe des suites qui convergent, la suite 1 sur n par exemple, converge vers 0, et pourtant elle n'est pas stationnaire nulle. A l'inverse, naturellement, une suite, si on prend une suite stationnaire qui vaut 3, 3, 3, 3, 3, elle converge vers 3 dans ces cas-là. Bien, donc epsilon doit être strictement positif. Deuxième chose, ça doit bien être quel que soit epsilon strictement positif. Il ne s'agit pas seulement de montrer que, tiens, je prends une valeur L, je prends un certain écart, et tous les termes sont compris entre L moins cet écart et L plus cet écart. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que si je prends une suite qui fait ça, par exemple, j'imagine que vous voyez que cette suite n'est pas forcément convergente. Vous voyez, la suite, elle fait tac, 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 comme ça, fait des petites variations. Et vous observez pourtant qu'elle est bornée. Attention, une suite bornée n'est pas toujours convergente. La suite moins 1 puissance n, dont on a déjà parlé tout à l'heure, la suite moins 1 puissance n, c'est une suite qui est bornée. Elle est comprise entre, ces termes sont compris entre moins 1 et 1, qui sont des constantes, et pourtant,
Et pourtant, ce n'est pas une suite qui converge. Cette suite n'a pas de limite. Donc, il faut bien que cette relation soit valable, quel que soit l'écart epsilon. C'est-à-dire, je peux me rapprocher de L autant que je veux. Si je choisis cet écart-là, le rang n0, ça va être celui-ci. Observez quelque chose, si je prends un écart plus petit ici, bah, ça ne marche plus pour le n0 qui est là. Si je prends un écart qui est un petit peu plus petit. Ça ne marche plus qu'à partir de ce rang-là, ou celui-ci peut-être. Le n0 qui est ici, c'est un n0 qui dépend de epsilon. Dit autrement, quel que soit l'écart epsilon aussi petit que je choisisse autour de la limite, il existe un certain rang à partir duquel les termes sont compris entre L moins ce petit écart et L plus ce petit écart. Voilà la définition de la convergence d'une suite. Alors nous pouvons étendre cette définition avec une suite qui serait à valeur complexe. Attention, dans ces cas-là, les deux barres ne signifient pas la valeur absolue, mais le module. Faisons un petit schéma pour comprendre ce qui se passe. On va imaginer une suite qui converge vers cette valeur-là, vers ce nombre complexe. Une suite à valeur complexe, par exemple U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, vous voyez? Une suite qui se rapprocherait comme ça, disons en escargot de L. Qu'est-ce que ça signifie? Quel que soit l'écart epsilon que vous choisissez autour de la limite, qu'on a mise ici. Donc je vais fabriquer ce petit écart ici, epsilon. Il existe un certain moment, un certain rang, à partir duquel le module de la différence est plus petit que epsilon. Alors la différence, on peut la fabriquer. Le module, c'est la distance entre les deux, tout simplement. Donc il s'agit de montrer que la distance entre les deux est plus petite que epsilon. Là, ce que j'ai dessiné, c'est l'ensemble de tous les complexes, si je dessine ce disque ici, tel que Z moins L soit inférieur ou égal à epsilon, tel que la distance entre Z et L soit plus petite que mon écart epsilon. Eh bien, on voit que ça ne marche pas pour U0, U1, U2, U3, mais à partir de U4, ça fonctionne, tous les termes sont dans ce disque. C'est-à-dire, toujours pareil, quel que soit l'écart que je choisisse autour de la limite, il existe un certain rang à partir duquel l'écart entre les deux, la distance entre les deux, est plus petite que epsilon. Alors, cette définition de la limite, bon, on s'en sert essentiellement pour les suites à valeur réelle. J'ai regardé les annales de ITPE et d'autres annales, et on voit que assez souvent, ce sont les suites réelles qui sont en jeu, plus souvent en tout cas que les suites complexes. Donc, ce qui est important, c'est de bien maîtriser ce raisonnement, disons ce résultat sur les suites à valeur réelle. Pensez par exemple à appliquer le théorème de Césaro. C'est un exercice assez classique qui est dans le polycopié que vous pouvez évidemment faire si vous voulez progresser sur cette notion-là. Quand est-ce qu'on se sert finalement de cette définition qui est assez théorique? On s'en sert lorsqu'on a des exos théoriques. Si vous avez un exercice pratique, c'est-à-dire je vous donne UN en fonction de N ou UN plus 1 en fonction de UN, en général, on n'a pas besoin de mobiliser cet outil. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle puisque cet outil est un peu difficile. Bon, maintenant dans les exercices un peu plus théoriques, un peu plus difficiles, il faudra évidemment l'utiliser. Alors, nous pouvons savoir également que si je veux trouver la limite d'une suite qui est à valeur complexe, je ne suis pas obligé d'utiliser cette définition. Je peux revenir à la suite des parties réelles et à la suite des parties imaginaires. Par exemple, si je prends UN égale 2 plus 1 sur n plus i facteur de 3 moins 1 sur n carré, eh bien lorsque je fais tendre n vers plus l'infini, je peux savoir que UN tend vers 2 plus i fois 3. Tout simplement, c'est-à-dire 2 plus 3i, car cette suite converge vers 2 et cette suite converge vers 3. Et donc, voilà une propriété qui peut être intéressante, finalement, se ramener à des suites réelles, plus faciles, plutôt que de revenir à la définition un peu pénible avec le module qui est un petit peu difficile. Alors, passons au théorème de convergence, mais avant, travaillons aussi avec des limites qui seraient égales à plus l'infini. Et ici, là aussi, attention aux contresens et aux erreurs. Prendre une suite qui tend vers plus l'infini pour une suite, c'est prendre des valeurs de plus en plus grandes, très très grandes en quelque sorte. Par exemple, cette suite-là, on s'aperçoit qu'elle tend vers plus l'infini. Vous voyez, il va falloir que je commence à sauter là au-dessus de ma salle pour dessiner les termes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que quel que soit, soyons plus précis, quelle que soit la hauteur que je choisisse, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres, il existera toujours un certain rang à partir duquel tous les termes de la suite vont être au-dessus de 2 mètres, 15 mètres, 10 mètres. Dit en maths, ça veut dire ça. Quel que soit l'écart, quelle que soit la valeur A que vous choisissez, en général assez élevée, donc on la prend positive, il existe un certain rang à partir duquel tous les termes de UN sont plus grands que A. Et si vous prenez une suite qui tend vers moins l'infini, bah c'est le contraire, c'est l'inverse, entre guillemets, c'est UN, il serait tout le temps plus petit
que quelque chose, aussi bas qu'on veut. Donc vous avez la définition sur le polycopier, un tend vers moins l'infini. Si quel que soit l'écart A strictement positif, il existe un certain rang à partir duquel un est plus petit que moins A. Le contresens qu'il faut éviter sur les suites qui tendent vers plus l'infini, c'est de confondre une suite croissante avec une suite qui tend vers plus l'infini. Si une suite tend vers plus l'infini, est-ce qu'elle est croissante? Eh bien, pas forcément. On pourrait imaginer qu'elle soit croissante à partir d'un certain rang, mais même ça, c'est faux. Si je prends une suite qui fait ça, par exemple, vous voyez, les termes augmentent, diminuent, ça augmente, ça rediminue un petit peu, ça réaugmente, etc. Vous voyez, par exemple, eh bien cette suite-là, c'est une suite qui n'est pas croissante, et pourtant, c'est une suite qui tend vers plus l'infini. Vous voyez pourquoi? Vous n'arrivez pas à la minorer. Quel que soit l'écart A, aussi grand que vous voulez, il existe toujours un certain rang à partir duquel tous les termes sont au-dessus de A, même si cette suite-là n'est pas une suite croissante. Donc attention à ça, une suite qui tend vers plus l'infini n'est pas toujours croissante à partir d'un certain rang. Autre chose, bien sûr, à maîtriser, une suite croissante ne tend pas forcément vers plus l'infini, mais qu'est-ce qui peut se passer pour une suite croissante? Et là, on arrive au théorème de convergence. Si je prends une suite qui est croissante, soit elle l'est, entre guillemets, de plus en plus, si on peut dire, et elle tend vers plus l'infini, soit elle commence à s'aplatir à partir d'un certain moment, pour reprendre cette image-là. Et donc, la suite va être croissante et majorée. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va utiliser un théorème fondamental de ce cours qui est le suivant. Toute suite croissante et majorée convergent. Quelle est l'idée? Prenez une suite de points croissante. Qu'est-ce qui peut se passer? Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Soit ça ne s'arrête jamais d'augmenter, entre guillemets, et ça augmente de plus en plus. En quelque sorte, tac, 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 les termes vont devenir de plus en plus grands et la suite va tendre vers plus l'infini. Soit il y a un moment où finalement l'augmentation elle commence à devenir de plus en plus petite et la suite va finir par être majorée. Eh bien, si vous prenez une suite qui est croissante et qui est majorée, vous ne pouvez pas la faire tendre vers plus l'infini. Vous avez un théorème intéressant qui est le théorème de la limite monotone, dit autrement théorème d'existence de la limite d'une suite monotone, qui dit la chose suivante. Si je prends une suite croissante, elle a toujours une limite. Deux cas de figure se présentent. Soit elle est croissante et majorée, auquel cas elle va converger, soit elle est croissante et non majorée, auquel cas elle va tendre vers plus l'infini. Ce théorème est fondamental pour montrer qu'une suite converge. Vous pouvez donc essayer de montrer qu'il s'agit d'une suite croissante et majorée, ou bien, de façon symétrique, d'une suite décroissante et minorée. Donc, si un est croissante et majorée, ou si un est décroissante et minorée, si on a l'un de ces termes qui est vrai, l'une de ses propriétés, alors la suite un converge. Alors elle converge vers quoi? Elle converge vers sa borne supérieure. Qu'est-ce que la borne supérieure? On va peut-être faire un point ici sur la différence entre majorant, maximum et borne supérieure. Allons-y. Si je prends une suite qui vérifie ceci, avec une valeur qui serait atteinte ici, la valeur 2, plusieurs fois. Cette suite, vraisemblablement, est majorée par 2. On peut dire que 2 est son maximum, car 2 est atteint. 2, c'est à ce moment-là le maximum de la suite un. Une suite peut être majorée sans forcément atteindre son majorant. D'ailleurs, on a appris qu'il n'y a pas qu'un seul majorant, mais il y en a plusieurs. Une suite qui serait croissante et qui convergerait vers 2, par exemple celle-ci, elle serait majorée par 2, mais également par 3. Donc vous voyez qu'une suite qui est croissante et majorée, par exemple par 3, ne converge pas forcément vers 3. Nous savons qu'elle converge vers une valeur qui sera plus petite que 3, plus précisément vers cette valeur-là. Quelle est cette valeur dans cet exemple? C'est la borne supérieure de la suite. Comment est définie la borne supérieure? C'est le plus petit de tous les majorants. Allons-y. Je prends une suite qui vaut 2 moins 1 sur n carré, par exemple. D'abord, elle est plus petite que 2, naturellement, puisque 1 sur n carré est positif. 2 est donc un majorant, ainsi que 3, 4, 5, etc. Eh bien 2, c'est ici le plus petit majorant. On ne peut pas tellement majorer par quelque chose de plus petit que 2. D'ailleurs, si on essayait de le faire, qu'est-ce qui se passerait? Si j'essaye de majorer par un terme un peu plus petit, disons 2 moins epsilon, avec un petit écart epsilon ici, eh bien la suite converge vers 2, puisque ceci tend vers 2. Et vous aurez un certain rang n0, à partir duquel les termes seront au-dessus. 2 moins epsilon ne pourra pas être un majorant de cette suite. Alors c'est un petit peu exigeant, parce qu'ici on utilise à la fois la notion de majorant, et en même temps la définition de la limite.
Donc je vais le rappeler pour que ce soit vraiment bien clair pour tout le monde. Vous avez cette suite-là qui est croissante et qui converge vers 2. La définition de la limite assure qu'on peut se rapprocher de 2 autant qu'on veut. Et donc, il y a un moment, pour prendre un exemple, où tous les termes vont être au-dessus de 1,9. Donc vous ne pourrez jamais majorer votre suite par 1,9. Et vous allez pouvoir conclure ici, cette suite est croissante et elle converge vers sa borne supérieure, le plus petit de tous les majorons. De façon analogue, une suite décroissante et minorée va converger vers sa borne inférieure. Sa borne inférieure qui sera à ce moment-là le plus grand de tous ces minorants de façon analogue. Alors, vous avez un certain nombre de théorèmes de convergence. Le premier sur ce polycopié, c'est que tout réel est la limite d'une suite de rationnels. On verra peut-être ça un peu plus tard. Et pour l'instant, on va passer tout de suite au deuxième point, qui est le point suivant. Si une suite UN converge vers une certaine limite L, et que L est comprise entre A et B, alors il existe un certain rang, N0, à partir duquel tous les termes de la suite sont compris au sens strict ou au sens large, comme on veut, on va mettre le sens strict, c'est encore plus fort, entre A et B. Alors c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre. Si vous prenez une suite qui converge, admettons, toujours vers 2 pour reprendre notre exemple, ça veut dire que les termes, à partir d'un certain rang très grand, ils vont être très proches de 2. Donc très proches, aussi proches de 2 que vous le souhaitez. Et donc si vous prenez par exemple la valeur 1,9 d'un côté et la valeur 2,3 de l'autre, il y a forcément un moment où tous les termes vont être compris entre 1,9 et 2,3. C'est logique. À un moment, si vous voulez, les termes, ça va être quoi? Ça va être 1,993, 2,0001. Ça va être très proche. C'est ça l'idée de la convergence. On va pouvoir se rapprocher, à partir d'un certain rang, autant qu'on veut de 2. Et donc, ce sera compris entre 1,9 et 2,3. Ça peut être intéressant dans les exercices, lorsque vous avez des informations sur des limites et que vous voulez revenir au terme en question. Et ici, attention à bien penser à écrire cela. Ceci ne sera vrai qu'à partir d'un certain rang, dès lors que des informations sur la limite, c'est quand n est très élevé. Voilà pour ce premier théorème. On peut le voir également graphiquement, bien sûr. Si vous prenez une suite qui converge vers L, et si vous prenez A qui est plus petit que L, pensez à faire des graphiques pour voir apparaître les phénomènes, et B qui serait plus grand, et bien même si la suite au départ elle fait un peu ce qu'elle veut, il y a un moment, puisqu'elle converge, où les termes vont se rapprocher de plus en plus de L. Et donc c'est logique, UN sera compris à partir d'un certain rang entre A et B. Alors, s'agissant des limites et des inégalités, vous avez deux théorèmes importants qu'il faut que vous connaissiez, qui sont le théorème de prolongement des inégalités et le théorème de l'encadrement. Ce sont deux théorèmes relativement différents, et si on les comprend. Alors, théorème de prolongement des inégalités. Si une suite UN est plus petite qu'une suite VN, c'est-à-dire si, à partir d'un certain rang, le cas échéant, vous avez cette relation qui est vérifiée, UN plus petit que VN. Voilà ce qu'on peut dire. Si UN tend vers plus l'infini, VN tend aussi vers plus l'infini. Quelle est l'idée? Vous avez des termes VN qui sont encore plus grands que les termes de UN. Et UN, admettons, c'est déjà quelque chose qui tend vers plus l'infini. Prenons un exemple, ceci. Là, vous voyez, c'est les termes UN. Si vous prenez un terme VN qui est encore plus grand, VN, V1, V2, V3, V4, etc., vous voyez que vous allez être au-dessus de quelque chose qui tend vers plus l'infini, et donc ce sera une suite qui tendra aussi vers plus l'infini. Par exemple, si vous prenez une suite Vn qui est plus grande que n carré. Vous voyez, n carré ça tend vers plus l'infini, donc Vn tend aussi vers plus l'infini. Même chose de façon analogue, si la suite Vn tend vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'en gros ces termes se rapprochent de plus en plus de l'enfer, là, si vous prenez un terme Un qui est encore plus petit, naturellement, le terme va également tendre vers moins l'infini. Ce qui est intéressant, c'est le cas où les limites sont toutes les deux finies. Parce que, à ce moment-là, on peut passer d'une relation sur les termes à une relation sur les limites. Si nous avons toujours UN qui est plus petit que Vn, toujours pareil, à partir d'un certain rang, et que nous avons également deux propositions, UN tend vers L et Vn tend vers L', alors L sera inférieur ou égal à L'. L'idée est relativement simple. Vous prenez une suite UN qui converge vers une certaine limite, L. Vous prenez une suite Vn, telle que Un soit toujours plus petit que Vn, Vn ça pourrait être ça par exemple, et qui converge vers quelque chose, L'. Si Vn, qui sont les termes ici, sont toujours au-dessus de Un, L' sera au-dessus de L. Donc c'est assez logique, ça s'appelle tout simplement le prolongement des inégalités. Dit autrement, pour faire simple, vous avez une inégalité et vous passez à la limite.
Alors il y a 3 choses à savoir sur ce prolongement des inégalités. Premièrement, il suffit que ce soit fonctionnel à partir d'un rang n0. Parce que tous les premiers termes, on s'en fiche. Quand n tend vers plus l'infini, ce qui nous intéresse, c'est les termes qui sont très grands. Donc si vous avez la relation qu'elle est valable que sur n étoiles ou à partir de 2, pas de problème. Deuxième chose que vous devez savoir, si vous voulez l'utiliser sous cette version-là, il faut impérativement d'abord prouver la convergence des deux suites un vers L et Vn vers L'. Ce qu'il ne faudrait pas faire, ce serait ça, par exemple. Moins 1 puissance n, plus 2, c'est compris entre, c'est plus petit que 3, et c'est plus petit que 1. Tiens, ça tend vers 1, ça tend vers 3. Donc la limite ici serait comprise entre 1 et 3. Grosse erreur. La limite de cette suite n'existe pas. Nous n'avons pas démontré que cette suite converge. Donc attention, si vous voulez l'utiliser, il faut d'abord prouver la convergence. Enfin, troisième erreur, troisième chose à savoir sur cette définition-là, les inégalités éventuellement strictes, ici, restent larges lorsque nous passons à la limite. Donnons tout de suite un exemple. Si nous prenons 1 sur n plus 1, c'est toujours plus petit que 1 sur n. Par exemple, 1 tiers, c'est plus petit que 1 demi, 1 quart, c'est plus petit que 1 tiers, etc. Et pourtant, quand on passe à la limite, ça tend vers 0, ça aussi, ça tend vers 0. Mais on ne va pas écrire que 0 est strictement plus petit que lui-même. Les limites vont être, en l'occurrence, égales ici. De façon générale, on peut tout à fait comprendre qu'on ait une suite un, je vais prendre l'exemple d'une suite croissante et majorée, qui tende vers une certaine limite, une suite Vn qui soit toujours, dont les termes soient toujours au-dessus. Donc vous voyez, Vn est toujours au-dessus de un, et pourtant les deux limites pourraient très bien être égales. Ce cas de figure-là, c'est un cas de figure un peu particulier, que vous pouvez connaître. C'est le cas de figure où nous avons deux suites qui sont dites adjacentes. Donnons la définition et donnons la propriété correspondante. Deux suites sont adjacentes. C'est assez simple. Lorsque la première suite est croissante, tac, 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 la deuxième suite est décroissante, et que la différence des deux qu'on calcule ici, tend vers 0. Si vous avez une suite ici, Vn par exemple, qui est décroissante, une suite Un qui est croissante, et que la différence Un moins Vn tend vers 0, alors on dit que U et V sont adjacentes. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a un résultat connu sur les suites adjacentes. Alors ici, on voit que cette suite UN est croissante, cette suite VN est décroissante. Si nous devions démontrer que les suites sont toutes les deux convergentes, attention à ne pas commettre cette erreur. UN est plus petit que VN, dit un candidat, ce qui est pour l'instant correct, donc UN est majoré par VN. Attention, erreur. Vous ne pouvez pas dire qu'une suite est majorée par quelque chose qui dépend de n, car pour n'importe quelle suite, UN est plus petit que UN plus 50, si vous voulez. Alors quoi, n'importe quelle suite est majorée? Non. Une suite est majorée si, on l'a vu tout à l'heure, il existe un réel m fixé, tel que, pour toutes les valeurs, à partir d'un certain rang, le cas échéant, on va prendre 0 par exemple, UN soit plus petit que m. Ce m doit être fixé, et ce doit être le même m qui majore tous les termes de la suite. Donc attention ici, vous ne pourriez pas dire de cette suite qu'elle est majorée par Vn. En revanche, Un, de façon générale, est plus petit que Vn, mais Vn est plus petit que V0 ou V1. On va prendre V1 par exemple ici. Et donc la suite Un, elle est bien majorée par V1, V1 qui ne dépend pas de n. La suite Vn, la suite Un est donc croissante et majorée, et donc elle converge, d'après le théorème de la limite monotone. Même chose pour la suite Vn, elle est décroissante et elle est au-des' elle est minorée par U1 ici, et donc elle est décroissante et minorée et donc convergente. Ensuite, en appelant L la limite de la première et L' la limite de la deuxième, L moins L' vaut 0. Donc L égale L'. Donc voilà le théorème des suites adjacentes. À retenir deux choses, la définition de deux suites adjacentes, une suite est croissante, l'autre suite est décroissante, et la différence des deux tend vers 0. Vn moins Un ou Un moins Vn, comme vous voulez, ça ne change rien. Pour une suite qui tend vers 0, vous pouvez mettre l'opposé, c'est exactement pareil. Donc la définition, une suite croissante, une suite qui décroît, et la différence qui tend vers 0, alors les suites sont adjacentes. Et une propriété, si deux suites sont adjacentes, alors elles convergent vers la même limite. Donc c'est un théorème de convergence, qui apporte la convergence de la suite. Un autre théorème qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, qu'il faut maintenant établir de façon précise, c'est le théorème de l'encadrement. Alors vous l'avez peut-être vu en terminale S,
ou dans des bouquins, dans la version théorème des gendarmes, c'est la même chose, c'est juste deux noms différents. Ce théorème nous dit que si à partir d'un certain rang, on a trois suites qui vérifient Wn, Vn est compris entre Un et Wn, si cette suite-là converge vers une certaine limite L, et que cette suite-là converge aussi vers la même limite, attention à ne pas l'oublier, alors Vn va converger également vers cette limite-là. Donc encore une fois, si cette relation est vraie, y compris à partir d'un certain rang, si la suite Un tend vers L et que Wn tend vers la même chose, alors Vn tend vers L. Pourquoi ça s'appelait théorème des gendarmes? En fait, c'est assez simple, je ne sais pas si vous en souvenez, mais l'idée, c'est que si vous êtes sur un axe et vous êtes au milieu de deux gendarmes, les gendarmes, ils bougent un peu et ils convergent tous les deux vers le même point. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes entre les deux gendarmes et vous allez converger vers le point où ces deux gendarmes convergent. Vous voyez l'idée? Attention à bien vérifier que c'est la même limite. Vous imaginez que le premier gendarme, il converge vers ce point et le deuxième vers celui-là. Bon, bah vous pouvez bouger, hein. Vous n'êtes pas forcément pris par les deux gendarmes. Vous voyez? Donc vous pouvez très bien bouger, c'est-à-dire tac, 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 tac. Vous prenez des valeurs successives, comme ça, et la suite n'est pas convergente. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure, moins 1 puissance n, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, ça ne converge pas. Donc vous faites bien attention, si vous voulez appliquer le théorème des gendarmes, ou dit autrement le théorème de l'encadrement, vous voyez qu'il y a un encadrement ici, dit autrement encore théorème d'existence d'une limite finie par encadrement, vous prenez un terme et vous vérifiez qu'il est encadré par deux termes qui convergent vers la même chose. Donc ça prouve la convergence. C'est donc beaucoup plus fort que le prolongement des inégalités de tout à l'heure, où nous avions simplement deux suites, nous avions une inégalité sur les termes, et nous souhaitions montrer qu'il y avait également une inégalité sur les limites. Ce théorème ici prouve l'existence de la limite, c'est donc un théorème qui est très fort. Une application très rapide, si vous avez Un qui est compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n, vous pouvez, tiens, je vais mettre plus 2 de chaque côté, cette suite-là converge vers 2, cette suite-là converge également vers 2. La conclusion, c'est que d'après le théorème de l'encadrement, Un converge également vers 2. Très bien. Alors, nous allons continuer ce cours en parlant des suites extraites rapidement. On dit qu'une suite est extraite d'une autre lorsqu'elle peut s'écrire sous la forme U phi de n, avec phi une fonction de n dans n qui soit strictement croissante. Alors, c'est une définition qui est très théorique. Vous inquiétez pas, c'est pas si dur que ça. Je vais vous donner tout de suite quelques exemples. Par exemple, la suite U de 2n, c'est une suite qui est extraite de la suite U. Pourquoi extraite? L'idée, c'est qu'on prenne tous les termes, U2, U0, U2, U4, U6, vous voyez, on prenne des termes comme ça dans l'ordre croissant, c'est pour ça que phi de n, ça doit augmenter avec n, phi doit être une fonction croissante, si on veut être un peu théorique ici, mais l'idée, c'est bien de prendre un certain nombre de termes et d'en prendre une infinité, et que ça augmente toujours. Si on peut s'intéresser aussi à une autre suite extraite, par exemple la suite U 4n plus 1, vous voyez, ce genre de choses. Là, on prend tous les termes dont les indices s'écrivent sous la forme 4n plus 1. Alors, en pratique, pas trop de théorie de suite extraite dans les exos, mais un truc intéressant, c'est que si deux suites extraites U de 2n et U de 2n plus 1 convergent toutes les deux vers la même limite L, alors la suite Un va converger également vers L. Ça, c'est une propriété qui est assez simple, qui est assez utile en exo. Par exemple, donnons tout de suite un exemple. Si vous prenez la suite Un égale moins 1 puissance n sur n. Vous voyez, bon, moins 1 puissance n sur n, il n'y a pas de limite pour moins 1 puissance n, vous êtes un peu embêté. Mais ce que vous pouvez faire pour enlever le moins 1 puissance n, c'est vous intéresser à U de 2n. U de 2n, ça fait 1 sur 2n, ça tend donc vers 0. U de 2n plus 1, ça fait 1 sur 2n plus 1 qui tend aussi vers 0. Ces deux suites convergent vers la même limite. Ce qui veut dire, si vous voulez, que tous les termes pairs se rapprochent de 0, mais que tous les termes impairs se rapprochent aussi de 0. Donc tous les termes, finalement, vont se rapprocher de 0. Une autre technique, bien sûr, si vous voulez vous débarrasser comme ça d'un moins 1 puissance n, c'est de procéder, ou d'un cosinus ou d'un sinus, c'est de procéder par encadrement. Vous dire la chose suivante, mais moins 1 puissance n, c'est compris entre moins 1 et 1. Et donc, en divisant par n, qui est strictement positive, on prend n non nul, bien sûr, ce sera compris entre moins 1 sur n et 1 sur n. Deux termes qui tendent tous les deux vers la même limite. Et d'appliquer le théorème de l'encadrement. Donc vous voyez, vous n'êtes pas dépourvu de méthode. Quand vous avez des encadrements, ou quand vous avez un moins 1 puissance n, eh bien pensez à ces deux suites, U de 2n et U de 2n plus 1, essayez de montrer qu'elles convergent vers la même limite. Voilà, alors on en a fini sur la convergence et la divergence des suites. Je vous propose maintenant de faire ce qu'on appelle l'analyse asymptotique, c'est-à-dire l'étude des comportements des termes lorsque n devient très grand. Les comportements, ça peut être des négligeabilités ou des équivalences.
Allons-y. Très bien, alors nous allons passer maintenant au théorème de comparaison sur les suites, plus précisément à la négligeabilité et aux équivalences. Alors de quoi parle-t-on? Nous disons qu'une suite est négligeable devant une autre lorsque, en gros, ces termes-là, quand n est très grand, c'est presque rien par rapport au terme Vn. Alors donnons tout de suite un exemple. Si on prend n au carré, eh bien on peut dire que c'est un petit o de 2 puissance n. Ça peut peut-être vous paraître bizarre, parce que n au carré, après tout, quand n est très grand, ça tend vers plus l'infini. 2 puissance n aussi d'ailleurs. Mais regardons ce qui se passe avec certaines valeurs de n. Si on prend n égale 10 par exemple, n au carré, ça vaut environ 100, et 2 puissance 10, si vous faites le calcul, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Vous arrivez déjà à 1024. Prenez maintenant n égale 20 pour voir ce qui se passe. 20 au carré, ça fait 400. Mais 2 puissance 20, ça fait quoi? C'est le carré de 2 puissance 10, c'est-à-dire le carré de 1024. Ça fait environ 1 million. Voilà, la valeur exacte, si ça vous intéresse, de 2 puissance 20. 2 puissance n, ça tend très vite vers plus l'infini. On a ici un processus géométrique de raison 2. Alors sur les suites géométriques, lorsque la raison est strictement plus grande que 1, le terme tend vers plus l'infini. Et ici, 2 puissance n, ça tend très vite vers plus l'infini. Et donc si vous voulez, 2 puissance n ici, si vous prenez n au carré, c'est négligeable, même si ça tend vers plus l'infini, 400, c'est une quantité qui est négligeable devant 1 million. C'est l'idée de comparer, en fait, si vous voulez, la divergence de deux suites qui tendraient vers plus ou moins l'infini. Prenons quelques autres exemples. ln de n, c'est négligeable devant n. Alors vous savez que si je fais un schéma rapide de la fonction logarithme, vous savez que ça s'aplatit pas mal et ça tend vers plus l'infini. Oui, c'est vrai, ça tend vers plus l'infini, mais ça tend extrêmement lentement vers plus l'infini. Vous voyez ces termes-là, ln de 1 qui fait 0, ln de 2, ln de 3, ln de 4, oui, ça tend vers plus l'infini, ça devient de plus en plus grand. Mais alors pour que ça dépasse une certaine valeur, comme 20 par exemple, il va falloir aller très loin. Si vous le faites avec votre calculatrice, vous allez voir que le logarithme, ça dépasse 20 à peu près quand n vaut 400 millions. Donc si vous voulez, même si je prends un n très grand, style 100 millions, le logarithme, il va être de quoi? De l'ordre de 10, 12, je ne sais pas exactement, mais quelque chose de relativement faible. Donc ce sera bien sûr négligeable devant 10 millions, 11 millions, 400 millions, tout ce qu'on veut ici. Le logarithme est un petit o de n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, si on veut faire des maths de façon un petit peu plus précise? Dire qu'une suite est un petit o d'une autre suite, l'idée c'est de dire que le quotient tend vers 0. ln de n sur n tend par exemple ici vers 0. C'est deux suites qui tendent vers plus l'infini, mais celle-ci tend beaucoup plus vite vers plus l'infini que l'autre. Alors, donnons tout de suite une application des suites négligeables. Si vous avez par exemple un terme qui s'écrit sous forme 2 puissance n moins n carré. Si on fait des passages à la limite, ça tend vers plus l'infini, et ça aussi. On se retrouve avec l'infini moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Attention, ça ne s'écrit pas trop sur une copie, ça c'est plutôt du brouillon. Et néanmoins, on peut dire que n carré, on l'a vu tout à l'heure, c'est négligeable devant 2 puissance n. Bah, vous voyez, en fait, quand vous prenez un terme moins ou plus un terme qui lui est négligeable, bah, en fait, c'est un peu comme si ce terme-là ne comptait pas. Et du coup, la limite de un, ça va être la limite de ce terme-là. Et donc, vous pouvez conclure tout de suite, grâce à cette propriété, que la limite de un, c'est 2 puissance n. C'est assez pratique. Ce que vous faisiez quand vous étiez en terminale, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on mettait en facteur le terme dominant, ça revient au même. On prend 2 puissance n qui est le terme dominant, et il nous reste 1 moins n carré sur 2 puissance n. N carré sur 2 puissance n, nous avons vu que c'est quelque chose qui tend vers 0, puisque la suite n carré est négligeable devant la suite 2 puissance n. Voilà, donc très pratique pour les exercices, pour lever des formes indéterminées, les négligeabilités. Alors, pour ce qui concerne les propriétés sur les négligeabilités, je vous renvoie au polycopier. Vous pouvez notamment savoir qu'on peut multiplier des petits taux, ce qui est assez pratique quand on a deux suites. Alors, si on prend une suite qui vérifie, par exemple, un égale 5n au cube, moins 4n2, plus 7n plus 3, si on fait des calculs de limites, ça fait l'infini, moins l'infini, plus l'infini, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Mais l'étude précédente a montré que tout ça, c'était négligeable devant 5n3. Puisque n au carré, c'est négligeable devant n au cube. Dit autrement, vous prenez une valeur élevée, 100 au carré, ça fait 1 million. 1 million, c'est pas mal, mais enfin 5 milliards, c'est quand même plus. Vous voyez l'idée, 5 milliards, c'est beaucoup plus important, et 1 million par rapport à 5 milliards, c'est négligeable, entre guillemets. Donc, un, ici, va être équivalent au terme de plus haut degré, c'est-à-dire à 5n puissance 3. Comment on fait pour montrer que deux termes, qu'une suite et une autre suite sont équivalentes?
eh bien, on montre que le quotient des deux tend vers 1. Voilà la méthode générale. Donc là, par exemple, on pourrait prendre ce terme-là, mettre 5n3 en facteur, et il nous resterait 5n3 fois 1, moins 4 sur n, plus 7 sur n2, etc., plus 3 sur n3 ici, une suite qui tend vers 1. Donc, un divisé par 5n3, ça tend vers 1. Si on veut l'écrire de façon un petit peu plus formelle, un est égal à vn multiplié par hn, avec une suite hn de limite 1, voilà la définition formelle de l'équivalence, et comme vous vous en doutez, à partir d'un certain rang, puisque ça concerne les valeurs très élevées. Donc voilà la définition de suite équivalente, ce que vous pouvez faire sur les équivalents. Alors, à retenir, vous pouvez multiplier les équivalents, vous pouvez les passer à une puissance p, mais attention, vous ne pouvez pas les composer, vous ne pouvez pas les additionner, et vous ne pouvez pas non plus les passer à une puissance n. Essayons de comprendre ce qui se passe avec un exemple rapidement. Si vous prenez une suite qui vaut 5n3, la même que tout à l'heure, moins 4n2 plus 7n plus 3. Et si vous vous intéressez à une suite Vn qui vaut moins 5n3 plus 5n, par exemple. Si vous faites la somme, vous avez un petit problème, parce que 5n3 moins 5n3, ça va faire 0. Et donc, vous voyez que vous ne pouvez pas additionner les équivalents. Vous ne pouvez pas dire un, je sais que c'est équivalent à 5n3, Vn, c'est équivalent à moins 5n3, et si vous faites la somme des deux, vous diriez que c'est équivalent à 0. Petite erreur ici. Pourquoi cette erreur? Parce que les termes qui étaient là, on les a négligés. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un 5n3 devant, et que 5 milliards, c'était vachement important par rapport à 4 millions. Mais si les 5 milliards, ils ont disparu, hein, c'est classique, les milliards disparaissent à vue d'œil dans les finances publiques, comme vous le savez. Bon, les milliards disparaissent, les millions deviennent moins négligeables qu'avant. Vous voyez, on essaie de faire des petites économies, finalement, parce que finalement 4 millions, c'est pas aussi négligeable que ça dans un contexte de finances publiques dégradées. Bon, l'idée, c'est que de façon générale, on ne peut pas additionner les équivalents, donc il faut le savoir. En revanche, on peut les multiplier. Et donc c'est assez pratique. Si vous avez, par exemple, une suite qui vaut 2 puissance n moins n carré, multiplié par n au cube plus n carré, le tout divisé par 3 puissance n, ça c'est équivalent à 2 puissance n multiplié par n au cube, divisé encore par 3 puissance n. Vous voyez, vous avez simplifié en fait cette écriture. 2 puissance n moins n carré, c'est équivalent à ça. N au cube plus n carré, c'est équivalent à n au cube, etc. Et une propriété très intéressante, c'est que deux suites qui sont équivalentes ont la même limite. Et donc, plutôt que de trouver la limite de ce truc-là qui est un peu affreux, on va s'intéresser à la limite de ce truc-là. Faisons-le, ça nous donne 2 tiers puissance n multiplié par n au cube. 2 tiers puissance n, ça tend très vite vers 0. N au cube, ça tend vers l'infini, mais beaucoup moins vite. L'infini fois 0 est une forme indéterminée. Une suite géométrique de raison plus petite que 1 tend vers 0 très vite. Donc ça va l'emporter, entre guillemets, sur le n3, comme tout à l'heure. Et donc le produit ici va tendre vers 0. Ok, alors, vous pouvez les passer à une puissance p. En fait, d'où ça vient? C'est que si vous prenez la définition, si vous mettez une puissance p ici, pas de souci, ça marche encore. Vous voyez, avec une suite ici, une nouvelle suite qui tend encore vers 1. Donc pas de difficulté. En revanche, attention, puissance n, ça ne marche pas. Ça, c'est un petit peu plus difficile de le savoir. Donc il vaut mieux l'apprendre par cœur dans un premier temps, et puis ensuite faire des exercices pour se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Voilà, alors vous avez dans le poly un certain nombre d'équivalents usuels. Je vais en donner un ou deux. Alors vous avez par exemple, si un tend vers 0, un équivalent qui est que sinus un, c'est équivalent à un. Alors on va en démontrer un, et puis les autres, il faut les apprendre en regardant la fiche de cours. Sinus un équivalent à un, pourquoi? Alors pour montrer que deux suites sont équivalentes, on fait le quotient, et on montre que le quotient tend vers 1. D'où ça vient ça? Bon, un tendant vers 0, c'est un peu comme si on faisait la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0. Et bien sinus x sur x quand x tend vers 0, vous devez savoir que ça tend vers 1. Mais sinus x sur x, c'est comme sinus x moins sinus 0 sur x moins 0. Et lorsque x tend vers 0, ça c'est un taux d'accroissement qui se rapproche du nombre dérivé. Sinus prime 0, alors vous devez savoir que la dérivée de sinus c'est cosinus, et cosinus 0 ça fait 1, vous voyez? Donc sinus x sur x, ça se rapproche de 1 quand x tend vers 0. Si je veux l'appliquer en remplaçant x par un, il faut que je fasse attention, je n'ai le droit de le faire que si un tend vers 0. À quoi ça peut servir? On donne une application, et après pour tous les autres, il faudra que vous regardiez quels sont les équivalents directement dans le cours. Par exemple, si je cherche la limite de n fois sinus de 1 sur n carré. 1 sur n carré tend vers 0, sinus 0 vaut 0,
Donc tout ça, ça va tendre vers 0 par continuité pour ceux qui le savent, sinon on verra ça plus tard. Et donc tout ça tend vers 0 multiplié par n qui tend vers plus l'infini. L'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc on est bloqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va simplifier ce terme-là. Vous voyez, 1 sur n carré, c'est un machin qui tend vers 0. Donc si j'applique mon cours là-bas, je sais que sinus un avec cette suite-là, c'est équivalent à un. Dit autrement, ce truc-là, c'est équivalent à 1 sur n carré. Est-ce qu'on a le droit de multiplier les équivalents? On a déjà dit oui dans ce cours. Donc n fois sinus 1 sur n carré, c'est équivalent à n fois 1 sur n carré. C'est-à-dire que c'est équivalent à 1 sur n. On en conclut, puisque deux suites équivalentes ont la même limite, si celle-ci existe, que cette suite-là a la même limite que cette suite-là. Cette suite-là converge vers 0, et on en déduit que cette suite-là converge vers 0. Donc vous voyez l'idée sur les équivalents, finalement, c'est de prendre les termes qui apparaissent sur une suite, et finalement d'enlever les termes négligeables, ce qu'on avait vu ici, tout ça c'était négligeable, je l'enlève. Utilisez ensuite le cours sur les équivalents pour simplifier des notations. Et quand vous avez cette suite-là, si vous connaissez connaissez pas les équivalents, c'est très embêtant, il faut commencer par revenir à des taux d'accroissement, etc. Vous voyez que c'est très long. Si vous connaissez les équivalents, vous dites au niveau de votre rédaction, cette suite-là tend vers 0, je connais sinus un équivalent à un, je l'applique, et sinus 1 sur n carré, c'est donc équivalent à 1 sur n carré. On multiplie et on conclut. Okay, donc très important, apprenez bien les différents équivalents classiques, exponentielle de un moins 1 est équivalent à un, ln de 1 plus un équivalent à un, etc. Tout ça est dans le poly lorsque un tend vers 0. Vous les apprenez par cœur, c'est important. On verra peut-être d'où ça vient dans le cours sur les fonctions, mais on ne va pas refaire un cours sur les fonctions ici. Et par ailleurs, l'apprentissage en fait, de ces équivalents va vous dispenser de faire des calculs. Donc c'est des petites formules à apprendre. Une fois que vous les avez apprises, vous allez voir dans les calculs, ce sera beaucoup plus facile. Dites-vous que les équivalents, c'est vos amis, vous les utilisez, vous les apprenez, ça va simplifier vos suites, donc ce sera plus facile après de faire des exercices là-dessus. Voilà, donc on en a fini avec le cours sur les équivalents, les négligeabilités, et les généralités, la convergence, la divergence sur les suites. Je vous invite, s'agissant des suites arithmétiques et géométriques, à regarder simplement la fiche de cours. Ce sont des notions que vous avez déjà vues en terminale, donc normalement vous pouvez vous débrouiller avec la fiche de cours. Si vous avez des questions, naturellement, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur ces suites-là. Vous avez également un petit paragraphe sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, où ici je vous renvoie à votre fiche de cours. Il y a une formule à apprendre par cœur, l'équation caractéristique. Encore une fois, lisez tout ça sur le poly, c'est pas très difficile à apprendre. On apprend et on l'applique en exercice. Donc pas de difficulté théorique ici. Il y a des exos dans le poly qui peuvent vous aider à faire ça. Et là aussi, si vous avez des questions, on est évidemment à votre entière disposition. Voilà, bon courage, bon travail à tous et à très bientôt.